Elle adorait faire passer un bon moment aux touristes, et quelques surprises inattendues aidaient toujours à remplir cette mission. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle vit la semaine dernière. Il y avait 12 passagers à bord du Sylvie Euron ce jour-là. Tous étaient enthousiastes et vêtus d'imperméables, car de la pluie était annoncée pour l'après-midi. Mara se tenait près du bastingage, avec ses jumelles tandis que sa matelote, Louise, vérifiait le moteur. « Ça va être formidable », dit-elle à ses hôtes, ignorant ce qui allait se produire. Mara remarqua surtout la femme à l'imperméable jaune. C'était une dame âgée qui avait déjà participé à l'excursion et qui était impatiente d'explorer encore un peu. La dame accablait Mara de questions et semblait bondir d'excitation à chaque ondulation qui glissait le long du bateau. Mais cette femme allait avoir une énorme surprise. Le bateau avait quitté le quai un peu plus d'une demi-heure auparavant et traversait des eaux calmes. C'était le moment idéal pour expliquer quelques détails sur la mangrove qui bordait la ligne d'eau qui longeait. Mais ce calme fut rapidement et brusquement interrompu par le plus étrange des visiteurs. Sans avertissement, un crocodile de près de 4 mètres de long surgit d'un méandre au coin de la rivière et se dirigea vers leur bateau. Au début, le crocodile ressemblait à un pan de la rivière elle-même, une forme grise glissant entre les reflets. Ce fut la vieille femme, dans son imperméable jaune, qui remarqua l'animal la première. Elle désigna avec crainte, mais avec une pointe d'excitation, l'endroit dans l'eau qui se trouvait maintenant à environ 1 mètre du bateau. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. De loin, le crocodile ressemblait presque à un gros tronc d'arbre à la dérive dans l'eau. Sauf que celui-ci se déplaçait vers eux à contre-courant et imitait les virages du bateau. Mais il s'avéra que l'animal agissait ainsi pour une bonne raison. Parce qu'il voulait se faire remarquer. Il voulait être trouvé par Mara et son équipage. La matelote Louise tenta d'expliquer la scène de façon rationnelle et rassurante. Les crocodiles suivent parfois les bateaux, surtout quand des pêcheurs jettent des restes par-dessus bord près des quais fréquentés. Mais Mara savait que ce n'était pas le cas ici. De plus, le Sylvie Euron ne transportait ni appâts, ni poissons, ni déchets alimentaires pour la rivière. Mara avait des règles strictes à ce sujet, et Louise les suivait scrupuleusement. Pourtant, le crocodile restait tout près, dérivant tantôt derrière la poupe, tantôt glissant le long du côté droit, toujours assez près pour qu'on puisse voir ses yeux. La femme à la veste jaune, dont le nom était Helen Ward, cessa de sourire après le 3e virage de la rivière. Elle était venue pour une seconde aventure modérément palpitante. Mais un grand reptile les suivant, c'était plus qu'elle n'avait prévu. Or, ce que personne ne remarqua sur le moment, c'est que ce crocodile n'était pas seul. Mara ralentit le moteur. Pas assez pour s'arrêter, mais assez pour stopper les remous du bateau dans l'eau et peut-être le rendre moins intéressant à suivre. Malheureusement, cela ne fonctionna pas. Le crocodile souleva davantage son corps hors de l'eau, révélant un large dos hérissé de crêtes rugueuses. Tout le monde sur le bateau se mit à parler sur un ton légèrement effrayé. Des maris tentaient de calmer leurs épouses et leurs enfants pris de panique, et les passagers seuls se recroquevillaient au centre du bateau, priant pour que l'animal s'en aille bientôt. Hélène, en revanche, saisit ses jumelles et garda un œil attentif sur le crocodile. « Reculez, s'il vous plaît, dit Mara, attrapant la manche d'Hélène à l'instant où celle-ci s'approchait trop du bastingage sans s'en rendre compte. Hélène obéit, mais son visage avait changé après son observation aux jumelles. Elle continuait de fixer à travers les lentilles, respirant fort, comme si la rivière venait de lui montrer quelque chose que personne d'autre n'avait encore remarqué. Et c'est là que cela devient vraiment incroyable. Hélène abaissa lentement les jumelles. Puis elle murmura quelque chose qui fit taire chaque personne sur le pont. Il y avait quelque chose sur son dos. Pas des débris, pas un jeu de lumière. Quelque chose de petit, de trempé, de tremblant, accroché aux crêtes blindées d'un crocodile de 4 mètres comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était le cas. C'était un suricate, trempé, épuisé, levant les yeux vers le Sylvie Euron avec un regard grand ouvert et désespéré.
Songez-y. Un suricate sur un crocodile sauvage, au milieu d'une rivière de jungle. Les suricates ne vivent même pas dans les Amériques. Personne ne parla. Personne ne bougea. Puis le crocodile tourna la tête vers le bateau et attendit. Il les conduisait quelque part. L'instinct de Mara hurlait « Danger !» Louise la pressa de faire demi-tour, mais le crocodile continuait d'attendre. Patient comme la pierre sous les lianes suspendues, Mara poussa la manette des gaz vers l'avant. Le Sylvee-Euron le suivit plus profondément dans une jungle où aucun bateau touristique n'avait à s'aventurer. Puis l'odeur les frappa. Carburant, produits chimiques, terre remuée. Rien de tout cela n'avait sa place dans une réserve protégée. Puis vint le bruit. Des machines lourdes, des générateurs, du métal contre du métal résonnant à travers les arbres. Louise avait déjà appelé les gardes forestiers par radio. La réponse fut sinistre. Des signalements d'activité étrange, une faune perturbée. Rien de confirmé jusqu'à maintenant. Le crocodile les mena autour d'un dernier méandre. Un immense camp caché s'étendait le long de la berge boueuse, camouflé sous des filets et des branches coupées. Des machines déversaient des déchets toxiques directement dans la rivière et le long du rivage. Rangée après rangée de cages métalliques. 18 couraient ne put compter, d'autres derrière des bâches. À l'intérieur, des oiseaux, des reptiles, des rongeurs, des suricates, des dizaines d'animaux venus du monde entier. C'est alors que tout devint clair. Le suricate s'était échappé de ce camp et avait trouvé l'allié le plus improbable qui soit pour aller chercher de l'aide. Mara coupa le moteur et se glissa dans l'ombre des arbres. Les passagers s'accroupirent et filmèrent tout. Les cages, les ouvriers, le poison déversé dans l'eau. Chaque image une preuve. Puis un ouvrier s'arrêta, se tourna vers la rivière, se mit à marcher vers eux. Personne ne respirait. Le crocodile se glissa en eau libre et frappa violemment la surface de sa queue. Un son fort délibéré, impossible à ignorer. Tous les ouvriers regardèrent, riant et lançant des pierres. Pas un seul ne jeta un coup d'œil vers les arbres. Pendant 40 minutes angoissantes, ce crocodile fit son numéro. Puis Mara entendit des moteurs. 3 bateaux de garde forestiers contournèrent le méandre, rapides et silencieux. Les agents débarquèrent dans la boue, armes au poing. Tout fut terminé en quelques minutes. Hélène se tenait au bastingage du Sylvee-Euron, regardant le sauvetage se dérouler, les larmes coulant sur ses joues. Elle était venue pour une dernière aventure sur ses vieux jours. Au lieu de cela, elle avait pris part à quelque chose de bien plus grand et important que tout ce qu'aucun d'eux aurait pu imaginer. Mara reporta son attention sur le crocodile, qui flottait encore à proximité dans la partie plus large de la rivière. Le petit suricate s'accrochait à son dos, observant le sauvetage de ses yeux vifs et attentifs. Mara Mann uvra prudemment le Sylvee-Euron pour venir se placer à côté, et Louise saisit une couverture douce et une petite serviette de la trousse. Louise se pencha lentement par-dessus le bastingage et souleva délicatement le petit suricate du dos du crocodile avec la couverture douce. La créature ne résista pas. Elle semblait trop fatiguée et trop soulagée pour lutter contre son sauvetage. Le crocodile resta parfaitement immobile pendant le transfert, presque comme s'il comprenait et approuvait. Une vétérinaire de la faune sauvage arriva avec l'équipe de secours et examina le petit suricate là, sur le pont du Sylvee-Euron. L'animal était maigre, déshydraté et épuisé, mais par ailleurs indemne. La vétérinaire sourit doucement et dit qu'avec des soins appropriés, le petit se rétablirait complètement en quelques semaines. Mara se tourna de nouveau vers l'eau et chercha le crocodile qui les avait tous menés là au départ. Le grand animal s'éloignait, glissant à travers l'eau calme vers les chenaux plus profonds en aval. Comme il passait devant la proue, il leva légèrement la tête, presque comme un adieu. Les passagers se rassemblèrent au bastingage du Sylvee-Euron et regardèrent le crocodile disparaître dans la rivière. Personne ne parla pendant un long moment. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont l'animal leur avait fait confiance, les avait guidés et protégés. Hélène leva la main et murmura « Merci ». Le Sylvee-Euron fit demi-tour
et entama le long voyage de retour en descendant la rivière. Cette fois, avec le petit suricate se reposant en sécurité, dans une caisse de transport rembourrée sur le pont. Mara appela par radio le sanctuaire pour la faune sauvage, les avertissant qu'ils arriveraient avec un animal secouru nécessitant des soins particuliers et un traitement doux. Au sanctuaire, un personnel qualifié reçut le petit suricate avec une efficacité tranquille, le portant vers un enclos préparé où il pourrait se reposer et récupérer. Mara la regarda étremblée à l'intérieur, sentant un profond soulagement l'envahir. Les dommages causés par les trafiquants ne pourraient jamais être réparés, mais cela comptait tout de même. Au cours des jours suivants, l'enquête s'étendit rapidement grâce aux preuves recueillies sur le sylvéoron. Les gardes forestiers remontèrent la piste des trafiquants jusqu'à un réseau plus vaste opérant dans plusieurs pays de la région. Des dizaines d'autres animaux furent secourus dans des camps liés. L'histoire se répandit vite dans la presse locale, puis les médias internationaux la reprirent. Des gros titres du monde entier racontèrent l'histoire du crocodile qui avait mené un bateau touristique à un camp illégal de trafic d'animaux. Mara et Louise devinrent des héroïnes malgré elles, même si elles insistaient pour dire que le vrai mérite revenait au crocodile lui-même. Les touristes se mirent à réserver des excursions sur le sylvéoron en plus grand nombre que jamais. Beaucoup espéraient voir le célèbre crocodile, même si personne ne le revit jamais dans ces mêmes eaux. Cela ne dérangeait pas du tout Mara. Elle aimait à penser que le grand animal était parti veiller ailleurs. Le petit suricate s'épanouit au sanctuaire, gagnant en force à chaque semaine qui passait, sous l'œil attentif du personnel. Mara continua d'assurer ses excursions le long de la rivière, mais elle était une femme différente après ce jour-là. Elle observait davantage l'eau et prêtait une oreille plus attentive à chaque petite ondulation, à chaque mouvement à sa surface. Elle racontait l'histoire à chaque groupe qui montait à bord, et à chaque fois, un émerveillement nouveau illuminait les visages. Louise resta sa matelote, et toutes deux se rapprochèrent après avoir partagé cette journée inoubliable sur l'eau. Elle parlait souvent du crocodile, dans les moments de calme entre les excursions. Se demandant où il était parti et sur quels autres secrets il veillait peut-être dans les profondeurs de la jungle. Hélène revint une dernière fois à la rivière, près d'un an plus tard, pour revoir Mara et Louise avant que ces jours de voyage ne soient définitivement derrière elle. Toutes trois s'assirent sur le pont du sylvéoron au coucher du soleil, partageant des histoires et riant comme de vieilles amies ayant survécu à quelque chose d'extraordinaire. Tandis que le soleil se couchait sur la rivière tranquille en cette dernière soirée, Mara songea à cette journée étrange et remarquable qui avait tout changé. Elle se remémora le crocodile, le suricate, et le partenariat silencieux qui avait sauvé tant de vies ensemble. C'était un rappel que la bonté pouvait venir des endroits les plus inattendus.